Oui, alors n'allez pas croire que nous allons faire une analyse profonde de la vidéo d'Inoxtag, hein. Nous sommes sur une chaîne de cinéma, ok. Mais la sortie récente de celle-ci a soulevé des problématiques que je trouvais intéressantes et qui sont liées à ce qui lui est reproché. En particulier sur le fond du message, même s'il y a des choses à dire en termes de cinéma. Du coup, j'avais un peu envie de profiter de tout cet événement pour en parler avec vous. Alors pour celles et ceux qui ne sauraient pas, Inoxtag c'est un jeune youtubeur star de 22 ans ayant percé en faisant notamment des lives sur Minecraft et Fortnite. Et fort de son succès, il a enchaîné des vidéos où il se met en danger et où il tente des épreuves physiques et psychologique. Et l'année dernière, il s'est lancé le projet de gravir l'Everest avec seulement un an d'entraînement. Vendredi dernier, la société de distribution et d'exploitation parisienne MK2 a pris le projet sous son aile pour organiser une séance au cinéma de la vidéo d'une durée de 2h40 qui revient sur tout le parcours d'Inoxtag sur toute cette année. Alors je ne me suis pas déplacé pour aller voir ça, mais j'ai quand même regardé la version de 2h20 sur YouTube qui est sortie le lendemain de la projection au cinéma. Je n'ai rien vraiment d'intéressant à dire sur la forme, comme ce n'est pas un film, c'est un vlog YouTube avec tous les codes de montage calibrés pour, avec les placements de produits qui vont avec. Il n'y a pas vraiment d'intention esthétique, mais on va quand même y revenir pour y développer ce que j'en pense. Ce qui m'intéresse, c'est plus les reproches qui lui sont faits autour de ça, car je trouve que certains ont la critique facile pour cibler ce produit en particulier, alors qu'on peut généraliser les questionnements et les très gros problèmes que suscite ce genre de production. Le premier argument que j'entends, c'est de dire qu'il n'avait pas sa place dans une salle de cinéma car ce n'est pas un film. Je trouve ça un peu con et je trouve que ça témoigne d'une certaine ignorance quant au fonctionnement et à l'utilisation des salles. Parce que ça fait un certain temps que la salle de cinéma n'est plus réservée uniquement qu'aux films. En 2023, sur les 180 millions d'entrées enregistrées, 1,3 million sont pour des projections de concerts, d'opéras ou d'événements. Et d'ailleurs, c'est souvent les tickets les plus chers. Elles servent aussi gratuitement à proposer des projections de conférences multiples, à projeter aussi des clips qui sont faits comme des courts-métrages. Et il y a déjà des événements YouTube organisés par Webedia où des vidéos sont apparues sur grand écran à titre événementiel. Même si c'est probable que ce genre d'événements se reproduisent, ça reste assez marginal. Et en plus, ça permet aussi de financer le cinéma français puisqu'une part du prix du ticket revient tout de même au CNC, comme tous les autres tickets. Les clients de ce genre de projet vont bien plus attendre que ça soit sur YouTube plutôt que de se déplacer pour aller au cinéma. Le Star System permet que ce genre d'événement soit impressionnant pour les exploitants, mais c'est quelque chose qui reste marginal à l'échelle des entrées totales réalisées pour des films. Et d'ailleurs, cette tendance n'est pas nouvelle. Il y a eu dans le passé des films réalisés par exemple par des stars de la télé, où il y a des présentateurs, des animateurs qui y jouent, par des sportifs, enfin bref, tout le monde a essayé de passer par la case cinéma. Même Jimmy Labeu, qui avait alors un succès colossal à une époque sur les réseaux, mais la grande partie de ces films bide tellement c'est mauvais et tellement personne ne les attend vraiment dans ce genre de production. Donc je trouve que c'est un peu s'angoisser pour rien que de penser que ça risque d'écraser les cinémas. Après bien sûr la problématique réside dans le fait que des exploitants choisissent la facilité plutôt que la difficulté, à savoir organiser un événement qui sera forcément un succès plutôt que de laisser sa chance à des petits films le temps d'une semaine de distribution pour qu'il essaie de faire son chemin. En fait la question n'est pas vraiment de se dire si une vidéo YouTube à titre événementiel mérite une séance au cinéma, mais la place que ce genre de projection prend et les objectifs que ça promeut. En l'occurrence, la distribution de Kaizen s'est faite en dehors du cadre légal. Je vous explique. Pour passer outre la chronologie des médias en France, pour sortir une production très rapidement en VOD ou à la télé après sa diffusion en salle, et c'est le cas d'Inoxtag puisque sa vidéo était dispo dès le lendemain sur YouTube et passera très vite sur TF1, il existe trois types de cas qu'on qualifie de visas exceptionnels qui le permettent. Le premier concerne tout ce qui est spectacle vivant, donc théâtre, concert ou opéra par exemple. Le deuxième permet d'organiser 30 séances réparties sur un an, c'est souvent le cas pour les documentaires régionaux par exemple. Ou bien alors, dans le cadre d'un très gros projet, le troisième cas donne la possibilité de présenter le film sur 500 séances en 2 jours. Et ça c'est souvent le cas justement de projections événementielles, comme Kaizen. Or, la vidéo a été diffusée sur plus de 1000 séances, explosant ainsi le plafond légal des 500 séances pour ce type de diffusion. Plusieurs salles ont donc projeté la vidéo sur 3 ou 4 salles en même temps vendredi dernier. Donc non seulement c'est hors du cadre légal, mais en plus les premiers à souffrir de toutes ces séances sacrifiées, ce sont les films à réessai qui se font sauter leurs horaires de diffusion. Et ça, il faut le souligner car c'est le vrai problème que suscite ce genre de production si elles sont amenées à se répéter. Dans un tout récent article de 20 minutes qui revient là-dessus, on apprend notamment que c'est MK2 qui aurait sciemment fait ça sans concerter personne, de par la lourde demande qu'a suscité l'événement. Olivier Henrard, président par intérim du CNC, dit notamment ceci dans l'article. On est ravis de voir des jeunes revenir en salle, mais il ne faut pas que ces dernières deviennent une rampe de lancement ou de promotion pour des plateformes gratuites ou payantes. La salle de cinéma n'a pas vocation à être le faire-valoir d'autres modes de diffusion. Suite à cela, le CNC réfléchit à des sanctions financières concernant cette décision illégale, et c'est ça le souci majeur que peut susciter ce genre de production aux mains de
distributeurs un peu trop friands d'argent, mais même aux mains des producteurs de ce genre de vidéos qui, à mon avis, ne sont pas totalement innocents. Ça peut à terme menacer des séances pour des petits films et même des cinémas au détriment d'une promotion marchande. C'est un souci systémique qui n'est pas propre à la vidéo d'Inoxtag, mais propre à la façon dont certains industriels peuvent penser le cinéma. Pas vraiment comme un regard sur le monde, les gens, mais comme uniquement du spectacle formaté. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, notamment celle sur Jérôme Sédou que je vous invite à aller voir. Il est difficile de ne faire confiance qu'aux exploitants ou aux distributeurs pour espérer une vie digne d'une œuvre cinématographique. J'en ai vu plusieurs essayer de faire une critique de la vidéo comme si c'était un documentaire, et donc d'utiliser un certain vocabulaire pour tenter d'expliquer en quoi c'est un mauvais film. Sur cette chaîne, je passe mon temps à parler d'esthétique, de ce qui ne me plaît pas dans un film, et pourquoi c'est important aussi d'y confronter un format qui standardise les œuvres. Dans le cas d'Inoxtag, j'ai l'impression que c'est une vidéo YouTube qui n'assume pas d'être autre chose. Et une vidéo, un vlog, n'a pas les mêmes codes et objectifs qu'un film ou un documentaire. Une vidéo comme celle-ci doit avoir une rentabilité à la hauteur et doit pour ça profiter de son élément star, Inoxtag. Mais en fait, il n'y a rien d'esthétique là-dedans, c'est un pur produit YouTube, très capitaliste, qui va emprunter des codes de montage calibrés pour le rythme incessant, les musiques et le côté shonen dont semble beaucoup s'inspirer le youtubeur. Donc à partir de là, je ne vois pas en quoi il est intéressant d'essayer de le critiquer comme un film. En fait, on peut faire exactement les mêmes reproches à un long métrage, mais comme un long métrage s'ancre dans une industrie que l'on défend pour sa diversité, ses nombreux regards, ses problématiques politiques, mais aussi sa manière de voir le monde, et bien forcément on se doit aussi d'être l'adversaire de films qui cherchent à ne voir dans le cinéma qu'une formule parc d'attractions. Ce n'est pas le cas de la vidéo d'Inoxtag qui, encore une fois, est une vidéo YouTube projetée sur grand écran. C'est hors sujet pour moi de tenter d'inclure ce projet dans un angle cinématographique et donc de l'analyser comme tel. Qu'est-ce qu'on doit critiquer concrètement pour que l'analyse soit pertinente et intéressante ? Le problème réside dans plusieurs points. Il y a déjà le souci de le percevoir comme un documentaire pour ses fans. Dans les années 60 en France, il y a eu une très forte montée de ce genre de production pour essayer de filmer le réel afin de trouver un nouveau sens esthétique à la caméra, qui est désormais bien plus portative et légère que dans les décennies précédentes, mais aussi au montage pour trouver ce qu'un ou une cinéaste a voulu montrer à travers son regard. Aujourd'hui, c'est un genre très délaissé malheureusement et souvent considéré comme du sous-cinéma, alors qu'il est souvent particulièrement riche et beaucoup plus intéressant. Parenthèse pub, allez voir Dahomey s'il est dispo en salle, c'est un très bon film documentaire. Là-dessus et l'Everest, il y a eu d'excellents documentaires, comme notamment celui-ci que j'aime beaucoup, Gasherbrum, la montagne lumineuse de Werner Herzog, où le cinéaste suit l'ascension de Reinhold Messner sur les monts Gasherbrum 1 et 2. Des sommets atteignant plus de 8000 mètres d'altitude. Messner fut le premier alpiniste à gravir l'Everest sans apport d'oxygène en 1978, puis le premier à le faire une deuxième fois sans oxygène, mais en plus tout seul en 1980. La force mentale d'un tel personnage anime la curiosité du cinéaste et donne au documentaire une force assez impressionnante et spirituelle sur la façon qu'il a de filmer et de compter ses préparations et son parcours. Konkret keinen Beruf, ich habe auch nichts gelernt, als dass ich sagen könnte, ich beherrsche das Ganze, ich habe vieles gemacht, ich bin fähig, meinen Lebensunterhalt mit vielen Dingen zu verdienen. Mehr brauche ich nicht, ich bin fähig, mit meinen Verkauf von Abfallprodukten des Bergsteigens meine Expeditionen zu finanzieren und das reicht mir. Ich bin heute sehr froh, dass ich keinen Beruf habe. Ich glaube, dass einen Beruf zu haben, das Ende von jeder schöpferischen Tätigkeit ist. Dans la fiction La Montagne, réalisée par Thomas Salvador, on y retrouve aussi cette sensation d'effroi mais aussi de sublime dans la forme des montagnes que l'acteur va tenter de gravir, en l'occurrence la dent du géant qu'on voit un moment dans la vidéo d'Inoxtag. Ces œuvres offrent un regard sur le monde en utilisant la caméra pas seulement comme outil de captation ou comme challenge personnel, mais bien aussi pour questionner sur le rapport au monde et sur le rapport aux hommes. La vidéo d'Inoxtag, elle n'offre pas de regard sur le monde, c'est un défi personnel lancé par ce dernier, qu'on peut par ailleurs quand même saluer car ça a sûrement été très difficile, quand bien même il avait les moyens financiers de le faire, on va y revenir, mais qui n'offre aucun réel regard sur la montagne et sur le rapport que le youtubeur a avec tout ça. Peut-être qu'il l'a vécu personnellement au fond de lui, mais ça n'est pas du tout retranscrit dans sa vidéo, c'est ça qui la rend assez pauvre en fait. On a bien quelques moments intéressants où il montre la pollution, les embouteillage de gens, il y a ce moment dingue où ils se font voler des bouteilles d'oxygène. Mais en fait, ce qui leur arrive et ce qu'on nous montre, c'est tout le souci que beaucoup d'alpinistes dénoncent. C'est que l'Everest soit, comme ce que certains industriels pensent du cinéma, un parc d'attractions
Qui plus est, dangereux, mais en plus très cher, entre 50 et 75 000 euros par personne. Un lieu considéré comme un endroit pour se dépasser, se surpasser, mais qui du coup ne préoccupe que le nombril de ceux qui cherchent à le gravir, au détriment de la santé de la montagne et parfois même de la vie des gens et des Sherpas, qui représentent quand même un tiers des morts annuels, condamnés à devoir suivre des trous de balles qui ne savent même pas faire un nœud de 8 avant de gravir la plus haute montagne du monde. Alors c'est pas le cas de l'équipe d'Inox, mais c'est évoqué dans la vidéo, par le biais notamment aussi de ces quelques témoignages de Sherpas, qui sont pour moi les seuls et uniques points intéressants. J'ai notamment appris que certains clients demandent à leurs Sherpas d'ouvrir leurs braguettes pour pisser quand ils ont les mains trop froides. Je trouve ça complètement dingue. Quand Herzog filme Messner ou quand Salvador filme son personnage et la montagne, il y a une forme de respect, une forme d'humilité indirecte face au décor présenté. Messner ne gravit pas l'Everest par défi personnel, mais parce qu'il est passionné par la montagne, de même que ses nombreux photographes qui alertent sur sa dangerosité, mais aussi sa fragilité. Salvador embrasse le décor avec lui qui l'entoure, tout en trouvant un sens à ses cadres pour y apporter une dimension fantastique, représentant la fusion qu'il ressent avec ses montagnes, tout en n'oubliant pas qu'ils sont extrêmement dangereux et hostiles. En fait, le défi personnel fait partie de tout ce commerce autour du développement personnel. Il incite à ne penser qu'à soi pour se surpasser. Et ça, c'est ce qui amène des escrocs, des manipulateurs, une politique dangereuse qui peut aussi déprimer les gens qui n'ont pas les moyens d'accomplir leurs rêves. Ça fait oublier que tout n'est pas qu'une question de motivation, il y a aussi toutes les conditions matérielles qui t'entourent. Si Inoxtag a pu remplir ce défi, c'est certes par une motivation certaine et admirable, mais aussi parce qu'il le pouvait financièrement. Le truc, c'est que je trouve qu'Inox, malgré tout, s'en sort pas trop mal, car il tient quand même très souvent à montrer qui est derrière lui, de montrer que cet exercice est le résultat d'une force collective. Mais même ça s'articule autour de défis personnels qui dénigrent indirectement les véritables passionnés qui font ça aussi pour alerter sur la préservation de la montagne, mais aussi exploitent les Sherpas en grande partie, quand bien même il leur est reconnaissant. Et je pense que c'est pour ça que la vidéo fut aussi mal accueillie par beaucoup d'experts. Mais malgré sa bienveillance qui me semble sincère, je pense, Inox est jeune, pas forcément très politisé, pas forcément très conscient de sa classe sociale, et il est quand même rattrapé par ces conditions. En avoir conscience n'empêche pas l'exploitation dans la vidéo. Les Sherpas portent des sacs plus lourds et font ça pour faire vivre leur famille et non pour remplir un défi. C'est très bien que le youtubeur réalise ça et montre ça dans la vidéo, mais que faire ensuite ? Bah il fait avec. Et en fait ça met juste en évidence l'hypocrisie de tout ça. Les fans défendent la vidéo mais vont à l'encontre de toute la morale un peu vaseuse de celle-ci, notamment en s'attaquant violemment à celles et ceux qui la trouvent nulle. Et certains, râlant sur le mercantilisme de la vidéo, n'étaient pas les plus à gauche d'entre nous il y a encore quelques mois et défendaient même une certaine industrie Marvel il y a quelques années. Et c'est en ça que la vidéo est un peu problématique. Ce n'est pas propre à Inoxtag en soi le personnage, mais ça remet en évidence un problème bien plus systémique. L'exploitation de populations locales qui vont jusqu'à descendre les excréments des alpinistes, mais aussi des animaux qui sont utilisés pour ravitailler les camps, pour aider et remplir des défis personnels de riches, privilégier la destruction des environnements et l'ascension dangereuse perçue comme un exercice de sport extrême. Cela n'éveille en rien et conforte ces jeunes spectateurs dans un idéal de vie qui est malsain et qui ne les aidera en rien. Je reprends ce tweet que j'ai trouvé intéressant qui met bien ça en évidence. Le problème n'est pas qu'ils remettent en question leur vie après un film d'Inoxtag. L'aliénation est très forte, la majorité des gens n'ont pas fait cette remise en question. Le problème, c'est que le débouché donné par Inoxtag à cette remise en question est catastrophique. La fausse conscience de riches gâtés livrée dans le film, ça va pousser soit à ces jeunes de vouloir devenir riches, soit à de profondes déceptions. Pas à vouloir l'émancipation de leur classe, sauf de manière indirecte par la déception à la limite, et encore. Pour ceux qui avaient des doutes, tout ça montre bien que la conscience de classe du prolétariat est autodestructrice. Problème aujourd'hui en France, ce débouché est l'ascension sociale, pas la révolution. Notre tâche est que la révolution devienne ce débouché. En fait, la vidéo est très apolitique, mais pourtant elle l'est sans le savoir. Et ça, je pense que c'est effectivement important d'en parler et d'en discuter. Mais s'attaquer à la forme de la vidéo et à son format publicitaire, c'est pour moi faire du bruit pour rien et dénoncer ce qui est déjà évident. Le public qui se déplace pour aller voir ça au cinéma n'est pas totalement conscient de toutes ces problématiques, et c'est dommage qu'il en sorte sans l'être plus. Mais cet événement ne signe pas la fin des cinémas, ça ne signe pas la fin du cinéma français, ça met juste en évidence certains problèmes souvent ignorés car peu connus ou peu mis en avant, et l'hypocrisie globale dont nous sommes un peu toutes et tous victimes,
dans le système dans lequel nous vivons, et aussi dans le pays dans lequel nous nous trouvons. Et pour moi, c'est justement tout l'inverse de ce que cherche à faire le cinéma que je défendrais. Un cinéma qui permet de se questionner, de réfléchir sur le monde, tout en y trouvant des inspirations cinématographiques. Bref, il y a eu pas mal de réactions intéressantes qui ont essayé de plus profondément comprendre le problème de cette vidéo. J'ai essayé d'en tirer quelque chose d'intéressant, donc j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir La Montagne et le documentaire de Werner Herzog si vous ne les avez pas vus. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!